Attendez, vous êtes parti en Côte d'Ivoire depuis quand? L'année dernière. Vous étiez parti en Côte d'Ivoire en 2010, en 2011? Vous êtes au courant, Monsieur Hachi, vous m'avez dit, il est attendez, de mère française. Voilà. Donc vous êtes parfaitement au courant qu'il y a des binationaux dans ce pays, vous le savez. J'en suis d'accord. Donc voilà. Parfaitement. Alors, on va pas se perdre. Je voudrais répondre à M. Bredoumi. Oui, excusez-moi. Je voudrais répondre à M. Bredoumi. Pour vous, Madame Touré, était-ce une surprise, cette candidature du président Alassane Ouattara? Oui, c'était une surprise, parce que, oui, rien ne l'obligeait à y répondre, mais il a fait pour continuer à diriger la Côte d'Ivoire dans l'état de droit, dans le progrès, pour stabiliser la Côte d'Ivoire et pour la sécurité de la Côte d'Ivoire. Nous l'espérions, nous lui avons demandé, et nous avons été très heureux qu'il ait répondu à notre appel. Donc sa décision n'était pas prise avant votre demande? Non. Bien. Madame Mayers, vous étiez surprise? Pas forcément surprise parce que avant cette annonce du 29 juillet, il y a déjà une mise en place du cadre électoral avec un verrouillage complet. Donc quand on commence à verrouiller un processus électoral, c'est qu'on a une petite idée derrière la tête pour se maintenir au pouvoir. Donc 3 verrous ont été installés pour cette élection. D'abord l'éviction de l'ensemble des principaux candidats d'opposition de la liste électorale, ce qui est quand même inédit, du jamais vu. Alors évidemment, c'est plus simple de faire une compétition quand on n'a pas de compétiteurs à la hauteur. Bon, c'est une manière de faire qui évidemment ne nous va pas. Le second verrou, c'est évidemment la liste électorale elle-même. Je pense que Monsieur Bredoumi nous le dira aussi peut-être. En tous les cas, les deux grands partis, PPACI et PDCI, ont remarqué d'énormes erreurs, d'énormes vraiment faux sur cette liste électorale avec pratiquement on estime, va parler de la liste électorale. Donc c'est le deuxième verrou, 75% de faux ou d'erreurs sur cette liste, 6 millions de faux sur 8,5 millions, c'est quand même beaucoup. Et enfin le troisième verrou, la CEI, qui le moins qu'on puisse dire n'est absolument pas consensuel. On va parler de ça dans la seconde partie, donc mais parlons déjà de trois verrous, ce qui plante effectivement pour lui un décor qui annonce une candidature ou sur mesure. Alors, quand on écoute le président Alassane Ouattara parler, il donne les raisons pour lesquelles il doit se présenter. Il a décidé de se présenter. Monsieur Bredoumi, est-ce que cela vous convainc? Il vous dit, par exemple, dans son allocution, qu'il y a des vrais défis sécuritaires, en parlant évidemment du terrorisme qui menace la sous-région. Merci. Je pense que les raisons, on peut les avancer à tout moment. Mais est-ce que ces raisons sont d'abord juridiques, sont légales, ou est-ce qu'elles respectent les engagements qu'on a pris? Moi, je suis député à l'Assemblée nationale. Et quand on envoie une loi, le projet de constitution est un projet de loi. La loi comprend 2 volets, l'exposé des motifs et le thème réglementaire. La loi de 2016, projet de loi, a été défendue après le comité des experts par le ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice a juré par tous les assises qu'il n'était pas question que cette nouvelle loi, c'est-à-dire la Constitution, abroge l'article 55 qui permet qu'il limite les mandats à 2. Et voyez-vous, moi, j'ai parti campagne en 2016 pour le oui. Moi, j'étais directeur de campagne. Et nous avons convaincu la population pour voter oui, parce que cette loi-là dit que les 2 mandats sont bien limités et que les 2 mandats sont bien limités et que la nouvelle constitution n'abroge pas cela. Et M. Cissé Bakongo, qui étaient les 2 représentants du président dans la commission des experts, l'a répété. Et nous autres, nous sommes allés défendre cette constitution devant le peuple. On va parler dans un instant. Parlons déjà de la légalité de cette candidature. Madame Touré, quand vous entendez ça, on vous dit le candidat Alassane Dramane Ouattara n'est pas légalement autorisé à se présenter pour un 4e mandat. Que répondez-vous à ça? D'abord, je voudrais que vous me permettiez de saluer M. Bredoumi et de lui demander s'il se trouve actuellement en France, en exil ou en visite pour ses affaires. Quel est le rapport? Je n'ai pas trop compris pourquoi. Non, c'est un compatriote que je salue, dont le président a dit que la Côte d'Ivoire était tellement gendarmée que tous ses collaborateurs étaient en train d'aller en exil, et donc M. Bredoumi qu'il avait fait venir auprès de lui. Donc, moi, quand vous aurez invité à votre tribune, je vous le dirai. Non, mais on parle entre Ivoiriens, vous pouvez me le dire. On n'est pas venu pour ça. Madame Touré, donc ce que votre président a dit, c'est pas vrai. J'ai dit, je ne suis pas venu pour ça. Vous n'êtes donc pas en exil, c'est bon à savoir. Non, je ne suis pas venu pour vous répondre. Non. Je suis venu à la demande. A dit que vous étiez venu, vous avez fait Madame Touré, et vous avez dit que non, c'est très bien. Madame Touré, on va parler du débat qui nous appelle. Donc on va y aller au débat. Et par rapport au débat, donc M. Bredoumi dit que le mandat du président n'est pas légal, mais il vient de dire aussi qu'il avait voté oui au référendum. Pourquoi il avait voté oui pour le référendum? Parce qu'il a voté oui parce qu'il estimait qu'il ne devait pas y avoir une autre candidature. C'est parce que M. Bédié, qui était aussi concerné
par les dispositifs de cette loi-là étaient concernés par la levée de la limite d'âge pour la candidature. Parce que le PDCI était avec nous. Mais la limite d'âge est acceptée. La levée de la limite d'âge est acceptée. Mais qu'est-ce qui est accepté, n'est-ce pas, ce référendum? Je vous montre Oui. l'élément. Oui. Non, mais madame, laissez-moi le débat avec... Je vous montre que moi, je suis allé par campagne. Ah d'accord, donc on va Je suis débattre à ensemble. l'Assemblée nationale, Oui. quand on envoie une loi, Oui. la loi comprend 2 volets. Vous parlez du référendum Non, ou attendez, de loi? mais c'est un projet de loi. Oui, bon, Le alors- référendum est d'abord un projet de loi D'accord. qui se soumet au peuple et devient une loi. D'accord. Vous pouvez l'apprendre. D'accord. Maintenant, Merci beaucoup. maintenant dans la loi, il y a 2 volets. Il y a le texte législatif, et puis il y a l'exposé des motifs. Les deux sont entiers. On voit d'abord l'exposé des motifs, et puis après, on va dans le texte précis. Dans l'exposé des motifs, il est dit clairement que la nouvelle proposition de loi de constitution ne permet pas au président de la République de briser un deuxième mandat. C'est une continuité. C'est bien écrit ici. Mais en même temps, le président de la République vous fait comprendre que cette nouvelle constitution ne prenait pas en compte les précédents mandats. C'est là où il y a C'est-à-dire débat. qu'il est dans le 2e mandat. Il n'est n'est plus pas dans dans le 4e mandat. Non, mais s'il vous Non, non, plaît, Attendez, s'il vous plaît. attendez, s'il vous plaît, madame. Je vous Non, dis, c'est là où il y a des... la constitution que nous avons votée et que 2016. 2016, cette constitution a été soumise au peuple après l'élection de 2015. La constitution marquait 2 points essentiels qui ne sont pas respectés. Le premier point, c'est que tous les juristes, et vous avez vu sur les antennes, ont démontré que vous allez soumettre au peuple. Le peuple s'est posé des questions et il n'y a pas de... On prend en compte déjà ce qui a été fait. Ça, c'est clair et net et c'est le RADB qui nous a remis ça. Bon, moi, je Attendez, ne suis pas, attendez, madame, je ne suis pas à attendez. l'Assemblée nationale. Non, attendez que je vous dise, je vous montre l'exemple que nous Oui, avons parlé. monsieur, c'est pas vous dites là, je l'ai vu. J'étais en Côte d'Ivoire, je l'ai voté. Deuxièmement, Oui. la loi disait qu'il fallait un vice-président. Et que, comme le président est déjà élu, ce vice-président sera choisi par le président à l'Assemblée nationale. Et que chaque fois que le président se présentait, il fallait un vice-président avec lui. Donc c'est cette loi-là qui a été votée. Mais en 2020, avant 2020, on a modifié encore cette constitution pour que le président de la République choisisse son vice-président. Voyez-vous? Oui, mais alors c'est ce qu'on vient de dire. À ce moment-là, il n'y a pas de fin. C'est-à-dire qu'on est dans un mandat qui n'a pas eu de début d'ailleurs, hein, puisqu'on sait de quelle façon il a été imposé, et qui n'a pas de fin. Non, ce n'est pas tout à fait sérieux, et je crois qu'il faut rappeler quand même à ceux qui nous écoutent que les défis sécuritaires, économiques et monétaires seront toujours importants. Ils ne sont pas particulièrement sans précédent. Aujourd'hui, c'est faux de le dire. Est-ce qu'il n'est pas la personne la plus appropriée, la plus lorsqu'il expérimentée? dit cette phrase des défis sécuritaires sans précédent, c'est absolument faux. La Côte d'Ivoire a connu une guerre. Mais non, nous avons connu une guerre sur notre territoire. Donc il y a un précédent très grave qui est l'attaque et la rébellion de 2002. Donc nous dire qu'aujourd'hui c'est des défis. Qu'est-ce qu'il y a de plus d'enjeux sécuritaires lorsqu'on a le pays partagé en deux, occupé par une rébellion des milices armées? Je vois pas ce qu'il y a de plus problématique et de plus... donc les enjeux sécuritaires, on les a déjà affrontés, on les a déjà connus. En ce qui concerne, si c'est la menace terroriste dont on parle et qui a occupé... l'ensemble des pays voisins Attention à la table quand vous la tapez, c'est ce qu'on me fait. qui forment l'AES, avec une participation de la France dès 2013 au Mali. Est-ce que les pays du G5 Sahel, est-ce que l'ensemble des républiques africaines membres de la CEDEAO ont réussi à former une coalition suffisamment forte, non seulement pour faire reculer le terrorisme, mais pour l'éradiquer? Et d'ailleurs, au Niger, c'est tout l'enjeu. Au Niger, c'est bien ces jeunes qui font partie des groupes djihadistes sont recrutés comment? Si ce n'est par un déficit de développement économique. Donc, en effet, quand on parle des enjeux économiques, c'est le développement et le développement pour tous. C'est pas parce que effectivement les 6-7% de croissance de la Côte d'Ivoire, on a effectivement pu constater que le parc automobile de voitures de luxe à Abidjan s'est considérablement renforcé. En revanche, les jeunes déguerpis, 80% d'emplois informels et les gens qui n'arrivent même plus à faire 3 repas par jour, c'est ça la réalité de la Côte d'Ivoire. Donc le défi économique... je ne vous interromps pas. Le défi économique, vous êtes en train de remettre en cause son bilan économique. Oui, je remets en cause son bilan économique. Et si d'aventure il était si fier de ce bilan économique, si assuré d'avoir toute la jeunesse ivoirienne avec lui, motivée pour le voir continuer, eh bien il y aurait un scrutin ouvert. Tout le monde vote d'une façon, comme il le dit lui-même, apaisée, c'est-à-dire qu'on fait un audit de la liste électorale puisque tous les partis ont constaté qu'il y avait de graves problèmes. On n'élimine pas les candidats d'opposition sous tout des prétextes des plus loufoques aux plus invraisemblables, et on fait une véritable élection. Et effectivement, les Ivoiriens choisissent. Ça n'enlèverait pas le côté anticonstitutionnel
de ce 4e mandat, mais on ne va pas revenir sur le débat, effectivement, mais au moins ça permettrait de trancher et d'avoir réellement l'avis du corps électoral ivoirien. Alors, quand j'entends Mme Meyers et M. Bredoumé parler de la Côte d'Ivoire, je me demande si c'est bien du même pays que je connais qu'on parle. Si c'est de la Côte d'Ivoire où les gens affluent de partout pour venir en Côte d'Ivoire investir. Tout à l'heure encore, j'étais dans un Uber. Le monsieur me disait, ah oui, mais vous venez de la Côte d'Ivoire, moi je vais y aller investir. Tout le monde veut aller en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi. Et vous parlez de bilan économique déficient. Mais savez-vous notre PIB actuel? Nous sommes passés avant le Ghana aujourd'hui. Nous sommes deuxième après le Nigeria. Et vous croyez que ce n'est rien? Mais le PIB, il est là pour mais renforcer... il est généré par tous ces investissements. Vous croyez que c'est comment? La richesse, elle est générée par quoi? Oui, mais ça, on sait. On sait qu'il y a des flux d'argent. Donc ça veut dire qu'il y a du développement. Non, à quoi ça sert d'avoir un flux d'argent s'il n'y a pas de développement? Le développement, ça se mesure par de l'emploi et de l'emploi sécurisé déclaré. D'accord? C'est ça le développement. Ici, vous avez le plein emploi. Même en France, ici, vous avez le plein emploi. Mais France. pourquoi vous croyez que la Côte d'Ivoire est un pays qui est subitement sorti de Mars ou quoi? Nous sommes un pays africain. Nous sommes partis il y a 15 ans d'un pays qu'on a ramassé à la petite cuillère. Il y a 15 ans, la Côte d'Ivoire, c'était toutes les infrastructures étaient par terre, à cause d'une guerre. À cause d'une guerre. Non, madame, laissez-moi parler. Vous avez parlé, je vous ai pas interrompu. Là, on peut pas réécrire réécrire quand vous parlez de la l'histoire Côte comme d'Ivoire, ça. comment on peut pas... Mais parle des cadres du PDCI dans le RHDP. Mais monsieur Bredoumé, vous avez oublié que jusqu'au décès du président Houphouët-Boigny, il n'y avait pas de RDR. Nous étions tous PDCI. Donc, les progrès réalisés par le PDCI sont le fait de nous tous. Et après 1994, le bilan de M. Bédier jusqu'à son décès, là, ça c'est le bilan du PDCI. Vous comprenez? Avant ça, le PDCI, c'était toute la Côte d'Ivoire. Moi, j'étais jeune travailleuse, on me coupait le PDCI qu'on est en train de l'argent pour cotiser au PDCI. Le PDCI qu'on est en train d'exclure des élections. Alors, défi sécuritaire, oui. Aux États-Unis, il y a eu machin. Mais nous avons eu cette rébellion, nous avons eu cette guerre parce que le président qui était en place a été incapable de juguler ce défi sécuritaire-là. Comment on peut savoir que son pays est sur le point d'être attaqué par une rébellion et dire, ah, moi, je vois leur dos, hein, je vois les nageurs, mais de toute façon, je sais partout ils s'arrêtent, mais je ne fais rien. Ça, c'était une déficience impardonnable. Alors oui, Madame Meyers, vous venez toujours avec votre exagération et vos grands mots, mais la vérité est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays viable, est un pays enviable, est un pays envié. Personne ne peut le dire. Alors, on va terminer cet élément, on va terminer cette partie en écoutant M. Bredoumé rapidement. Oui, M. Foucault, je vous remercie. Moi, je parle toujours à des chiffres. On parle du bilan économique. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons une dette de près de 35 000 milliards de francs CFA. Après avoir mobilisé 115 000 milliards sur 15 ans. Notre dette, le service de la dette absorbe 81,6% de nos ressources. C'est ça, ça veut dire qu'on n'a même plus possibilité. C'est comme une prise, j'appelle soupape. Nous avons un taux de chômage, un taux de pauvreté on a 4 Ivoiriens sur 10 qui sont pauvres. Au point que le gouvernement a créé ce qu'on appelle les popotes. Au moins, les popotes n'ont pas suffi. Aujourd'hui, on vient d'augmenter encore 70 000 ménages qui viennent d'arriver. Le pays, aujourd'hui, est classé par le GAFI, le pays le plus corrompu, et avec l'Union européenne sur la liste noire, le pays où il y a le blanchiment d'argent. Nous sommes 3e en Afrique où on a le suicide. Nous sommes parmi les pays où l'immigration est le plus développée. Oui. Ça, c'est le bilan. Et c'est ce que j'attendais du président Ouattara. Mais on peut vous répondre aussi qu'on ne prête qu'aux riches, on ne prête que parce qu'il y a un climat qui permet d'espérer que ça va marcher. D'espérer que ça va marcher. D'espérer que ça va marcher. Attendez. D'espérer que ça va marcher. Quand on pense qu'on a accusé le pouvoir précédent d'avoir fait 6 000 milliards de dettes et que c'était insupportable, incroyable, avec un PIB, avec un pourcentage, la dette PIB de 56%, alors qu'on est à 62%. Voilà. Donc, quand on a les recettes fiscales qui reprennent près de 62% de notre recette, mais ça dit qu'on a asphyxié. Quand on a 10% seulement des entreprises, moins de 10% des entreprises qui sont locales, ça dit que le PIB dont on parle, c'est de la richesse qui est créée, mais qui est exportée. Voilà. Les Ivoiriens n'en profitent pas. Oui, alors moi on va terminer dessus parce qu'il y a d'autres éléments. Moi, je ne suis pas dans le chiffrisme. Mais c'est ça, c'est pas là. Mais vous avez dit, s'il y a dette, il y a investissement en face. Monsieur Bredoumé, votre président est un banquier. Tous les banquiers connaissent le risque que le pays est dette. On ne prête qu'aux riches. On ne prête pas à quelqu'un. Même simplement, je vais voir mon banquier, je lui demande un prêt. Ce qu'il va regarder, c'est ma capacité à rembourser, sinon il ne me prêtera pas. Ça, c'est un fait. Maintenant, vous parlez de corruption. La Côte d'Ivoire serait devenue aujourd'hui plus corrompue qu'avant. Oui. N'est-ce pas sous le gouvernement de M. Bédier que 18 milliards d'aides de l'Union européenne ont disparu et que jusqu'à présent, on n'a pas fait parler. On a 35 000 milliards. 35 milliards déjà. Non, monsieur, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est pas vrai. C'est pas vrai. 18 milliards de l'Union européenne n'ont pas disparu sous M. Bédier? Non, ce n'est pas disparu. C'est seulement 18 milliards de dépenses non reconnues. Donc, ce n'est pas des documents. C'est Moi, j'ai géré les fonds de l'Union européenne. C'est une question de sémantique. Quand vous avez les fonds de l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle les lignes directrices.
Si vous prenez les lignes directrices et que vous investissez, par exemple, dans le micro-ordinateur que vous utilisez, ou bien dans le micro ici, parce que vous avez justifié par vos comités de pilotage, et que le comité de pilotage vous donne l'autorisation de le faire, il va dire non, comme vous l'avez utilisé sur le micro plutôt que sur le chronomètre, moi je ne prends pas Je ça. ne reconnais pas. Voilà, c'est ça qui est fait. Maintenant, 35 milliards, ça a déjà fait 2 fois du fer. Près de 300 milliards. Mais si on veut faire ça, Non, on va dans les écoutez, détails. alors, écoutez, Monsieur Bédier, déjà, en là, 1977, a été viré. D'accord, on va avoir du mal. Il y a un autre sujet sur lequel... Donc, laissez-moi. Donc, moi, je vous donne les chiffres, vous allez donner les chiffres, je vous donne les chiffres. Non, mais moi, je vous donne des faits. Alors, s'il vous plaît, Tout dernièrement, tout dernièrement, quand M. Joël Nguessan a parlé de ça, il s'est retrouvé quelque part. Donc, il a dit qu'il y a eu des détournements et c'est même pas Joël Nguessan. La bonne gouvernance, c'est l'ancien ministre RHDP qui était porte-parole. Ça veut bien dire qu'il n'y a pas d'impunité au RHDP. Attendez, moi je vous dis ceci avant de conclure. Je vous dis que l'autorité de bonne gouvernance a dit que la corruption nous fait perdre 1400 milliards par an. Si on multiplie par 15 ans, c'est le 2 tiers de notre dette. Alors, l'autre aspect, c'est pas moi qui l'ai dit, je m'en voudrais de ne pas exposer parce que quand on préparait cette émission sur les réseaux sociaux, c'est ce qui revient tout le temps, c'est l'âge du capitaine du Cameroun. Et j'avoue qu'on a l'air d'avoir les mêmes types de problèmes. Écoutez ceci.